Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 17 juin, dans notre suivi quotidien de la situation des différentes filières et secteurs de notre économie, arrêt ce soir sur l'aviculture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation des professionnels de ce secteur est critique. Ce chiffre en est la preuve parlante. 1,5 milliard de dirhams. Voici les pertes des aviculteurs durant ces 3 derniers mois de crise Covid-19. En cause, une offre qui dépasse amplement une demande amaigrie, elle, par l'arrêt de la restauration et les souks hebdomadaires. On en parle avec Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Il partagera également avec nous les scénarios de sortie de crise. Et la crise sanitaire est coûteuse pour le secteur privé comme pour l'État. En deuxième partie, précisément, nous traiterons de la question épineuse et complexe du budget. Le déficit explose de 6 milliards de dirhams, atteignant plus de 25 milliards à fin mai. Et selon les scénarios de Banque al-Maghreb, le déficit budgétaire marocain pourrait arriver à 7,6% du PIB en 2020. L'économiste Saad Belghazi nous livrera ses réflexions sur les pistes pour rééquilibrer le solde du budget. Merci de rester avec nous. L'impact du coronavirus sur la filière avicole, c'est un sujet signé Anissa Raouf. Le secteur avicole n'échappe pas à la crise du coronavirus. Il figure même parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie. Selon l'Association nationale des producteurs de viande de volaille, les pertes s'élèvent à près d'1,5 milliard de dirhams. Des pertes qu'il qualifie d'historiques tant la situation semble grave. La cause ? Les invendus de volailles vivantes, suite à l'effondrement de la demande elle-même, engendrée par la fermeture des principaux points de distribution, comme les restaurants ou les souks, un circuit crucial pour la volaille, puisqu'il représente habituellement 50% du marché de commercialisation. L'essentiel de ce manque à gagner est enregistré sur le segment du poulet de chair, avec 1,2 milliard de dirhams, contre 290,6 millions de dirhams pour l'élevage de dinde. La baisse du pouvoir d'achat constitue également une des causes de cette baisse de la demande. Une baisse de pouvoir d'achat qui, le 20 avril dernier, engendrait une baisse de 40% de consommation. Le secteur avicole au Maroc occupe une place essentielle dans l'économie du pays. Selon les données du gouvernement, l'aviculture enregistre un chiffre d'affaires annuel de 31 milliards de dirhams et fournit plus de 500 000 emplois, directs et indirects. Et nous joignons par Skype depuis Casablanca le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Bonsoir Youssef Alaoui. Bonsoir. Nous allons peut-être commencer avec vous par une réaction par rapport au reportage que l'on vient de suivre. Vous êtes exactement dans les chiffres et dans la problématique du secteur. Effectivement, même le passage de la grippe aviaire faiblement pathogène au Maroc n'avait pas causé autant de dégâts sur la filière. Là, la chute drastique de la consommation, entre 40 et 50%, avec la fermeture du secteur donc de l'hôtellerie, de la restauration, des sourds, a fait qu'effectivement les ventes ont plongé. Vous savez que quand on parle volaille, œufs, dinde, nous sommes sur du vivant. Et le vivant, malheureusement, ne peut pas se stocker. Et donc, nous sommes retrouvés avec une surproduction que nous n'arrivions pas à écouler. Et quand je vous dis c'est un secteur vivant, vous ne pouvez pas stocker, ni mettre au frigo. Et même pour la partie qui passe au niveau des abattoirs industriels, qui représente à peine 10% du secteur, les capacités de stockage étaient vite saturées. Mais sur du vivant, ça a été très compliqué. On parle d'1 demi-million d'emplois directs et indirects pour cette filière. Combien sont menacés aujourd'hui ? Écoutez, effectivement, c'est une filière qui a des chiffres importants. On est à plus de 30 milliards de dirhams donc de chiffre d'affaires annuel et un nombre important d'emplois. Alors, comme vous le savez, nous avons maintenu, le secteur a maintenu l'essentiel des emplois. Maintenant, ce qui est bien sûr plus problématique, c'est lorsqu'on va parler de relance. Et c'est là où effectivement la vérité des chiffres sortira. Sur l'emploi, je ne pourrais pas m'avancer. Pour le moment, la plupart des emplois, que ce soit au niveau des élevages, des usines de fabrication d'aliments, des productions de poussins, ont été maintenus.
Maintenant, vu la situation financière que vous avez fort bien décrite, je pense qu'il y aura quand même des conséquences non négligeables sur l'emploi. Est-ce que la production coûte plus cher aujourd'hui, dans le sillage peut-être de la sécheresse que connaît le pays, ou qu'a connu en tout cas pendant les premiers mois? Est-ce que la production coûte-t-elle plus cher? Alors, non, alors voilà, la production, oui, coûte un peu plus cher parce que comme nous n'avons pas pu écouler, nous faisons, disons, entre guillemets, par exemple, le poulet que nous vendions à un poids de 2 kilos, ben maintenant nous sommes parfois à des poids de 2, 4, de 5. La dinde, qui était à un poids moyen de 10 kilos, a presque doublé de volume parce qu'on continue à nourrir le cheptel. Alors, il faut savoir que, par exemple, sur le poulet de chair, c'était ça qui était inquiétant, c'est que nous sommes à peu près autour de 12 dirhams de prix de revient. Or, les prix de vente des parts sont à peine à 8 dirhams. Donc, vous imaginez une perte vraiment très importante pour les éleveurs, très, très importante. Avant de parler du plan de relance, Youssef Alaoui, quelle est la part destinée à l'export du poulet marocain, ou en tout cas de ces produits avicoles? Alors, sur l'export, le secteur était assez actif sur disons, plus export de poussins et sur les produits élaborés de la charcuterie. Comme vous le savez, la volaille vivante ne voyage pas, entre guillemets, ni l'œuf. Donc, effectivement, c'est plus la partie export de poussins ou d'œufs à couver de poussins qui a été importante l'année dernière. Un petit peu d'aliments composés, mais il faut savoir que aussi, certains groupes marocains ont, en plus de l'export, commencé aussi à investir au-delà de nos frontières. C'est le cas en Mauritanie, au Sénégal, au Mali. Et donc, il y a des opérateurs qui, effectivement, ont cherché d'autres débouchés. Alors, parlons à présent du vif du sujet, et notamment ce plan de relance présenté par la CGEM au comité de veille économique, où votre fédération a proposé, entre autres, de revoir les niveaux de subvention pour les produits à l'export. Comment cela ? Oui, effectivement, il faut, et ça c'est une donne importante. Vous savez, le fret coûte cher, et sur certains produits, nous ne pouvons faire que, par exemple sur le poussin, sur l'épi, nous ne pouvons faire que du fret aérien. Or, si on s'en tient strictement aux tarifs pratiqués, il est clair que l'export ne sera pas, les débouchés ne seront pas là. Donc, nous avons demandé effectivement de revoir la subvention. Ce n'est pas une subvention directe aux produits que nous demandons. L'idée, c'est d'être compétitif. Nous demandons une subvention au fret et au transport. Et c'est ce que nous avons proposé à notre ministère de tutelle. Et je pense que le dossier est à l'étude, et a été pris à l'étude, et nous espérons avancer là-dessus. En tout cas, il faut soutenir la filière parce que c'est pas l'export ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une possibilité qui est très importante aussi quand même. Alors, quid également? Oui, allez-y, peut-être que vous vouliez finir votre idée. Il y a aussi quand même un problème qui tient à cœur, c'est que c'est le statut fiscal de l'éleveur. Alors, vous savez que le secteur avicole, contrairement à ce qu'on peut croire, est la seule quasiment activité considérée non agricole. Et le régime fiscal marocain a cette particularité d'être le seul au monde à le considérer comme un marchand de gros. Alors, vous avez dans la même ferme d'élevage 2 bâtiments qui se ressemblent. Vous faites d'un côté de la viande rouge, vous êtes considéré comme agriculteur. Le bâtiment d'à côté, avec les mêmes ouvriers, avec la même alimentation, pas la même nature, pas la même composition, mais c'est-à-dire l'aliment composé, et vous faites de la volaille, vous êtes considéré comme marchand de gros. A priori, jusqu'à preuve du contraire, les élevages existent en milieu rural, et nous demandons de lever ça depuis des années, effectivement, qu'on revienne, que l'éleveur soit considéré comme l'agriculteur, à l'instar des éleveurs laitiers, des éleveurs de bovins. Et ça, c'est un problème qui pèse sur le secteur. Mais pourquoi vous évoquiez le volet fiscal? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce point-là par rapport à cette différence entre l'aviculture ou l'élevage bovin ou autre production animalière? Nous ne sommes pas considérés comme agriculteurs, nous sommes considérés comme des marchands de gros. Marchands de gros, c'est une fiscalité normale d'une société et tout. Or, vous le savez très bien, lorsque nous avons beaucoup de petites exploitations, qui, si on se réfère au régime fiscal agricole, devraient être exonérées, si on est à moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Pour celles qui sont au-delà, bien entendu, il y a un impôt. Maintenant, l'agriculture, comme vous le savez, est devenue fiscalisée. Donc, il est impensable d'avoir un système où, je vous dis, l'éleveur avicole
soit considéré à tort comme un simple marchand. Or, nous, la notion de marchand est différente, la notion de producteur est différente. Lorsque vous faites de l'élevage, vous êtes agriculteur. Et c'est le cas partout dans le monde. Très bien. Et nous demandons à être rétablis dans nos droits là-dessus. Et vous proposez également, parmi justement les propositions que vous avez faites dans le cadre de la CGEM, la réouverture, en fait, l'approvisionnement de la restauration collective qui doit se faire exclusivement des abattoirs industriels agricoles, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas. Effectivement, les abattoirs tournent, même avant la crise, tournaient à peine à des abattoirs agricoles, je précise, qui est un secteur entièrement privé, qui ne bénéficie pas de subventions, ne tournaient à peine à 50% de leur capacité, déjà avant la crise. Et effectivement, ce qui est estimé comme restauration collective et hôtellerie, normalement, de par la loi et par les circuits qui existent, ont l'obligation de s'approvisionner auprès des abattoirs industriels, ce qui n'est pas encore le cas. Parmi aussi les autres mesures qui sont très importantes, il existe ce qu'on appelle 15 000 riachet, c'est-à-dire points de vente, et il y a tout un programme qui est mis pour les mettre à niveau. Comme vous le savez, la filière est entièrement contrôlée. Elle est contrôlée par l'ONSA, c'est-à-dire de l'élevage jusqu'à la production, jusqu'aux abattoirs, jusqu'aux usines d'aliments, jusqu'à l'élevage. Toutes les fermes sont agréées par l'ONSA. Elles ont toute l'obligation par la loi d'avoir un vétérinaire encadrant. Malheureusement, le maillon faible et qui parfois nous porte préjudice, c'est la commercialisation, sur laquelle, bien sûr, je précise, l'ONSA n'intervient pas. La commercialisation et donc cette relation vis-à-vis du consommateur peut parfois, effectivement, on a vu parfois des images dont nous ne sommes pas fiers, mais c'est le problème de commercialisation. Et donc, nous demandons la mise à niveau. Il existe à peu près 15 000 riachet qui ont été recensés au Maghreb. Et donc, il y a une circulaire conjointe entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie qui va permettre, avec une prime de 30 000 dirhams, de rétablir ces commerces de proximité, ce qu'on appelle riachet, à des standards tout à fait acceptables. Et donc, ça, c'est très important. La modernisation des circuits de commercialisation, peut-être aussi nos modes de consommation. Vous savez, il faut varier le mode de consommation. Faire juste un poulet entier, non, il faut varier le mode de consommation. Nous sommes à des niveaux de consommation d'à peu près de 20 kilos par an, par habitant. La marge de progression est encore là. Sur certains pays développés, ils sont plus proches des 45 et 50 kilos par an, par habitant. Il y a une marge de progression. Il faut donner des types de consommation différents. Nos modes de consommation doivent changer afin de faire qu'en fait, le poulet et l'œuf soient plus souvent dans l'assiette du consommateur marocain. Youssef Alaoui, nous allons passer aux questions des internautes et celle-ci via Facebook qui vous demande la question suivante. La filière avicole peut-elle remédier à cette situation de crise en trouvant des débouchés à l'international, notamment en Afrique? Vous avez en partie répondu à cette question, mais si on peut plus développer. Mais je peux préciser, effectivement, disons que les capacités au Maroc existantes font, et d'ailleurs font que nous sommes entièrement autosuffisants. Et d'ailleurs, le plan Green Generation, qui est la continuité du plan Maroc Vert, nous ne serons pas dans une logique d'augmenter nos capacités de production, mais plutôt d'augmenter la création de valeur ajoutée. Et aussi, bien entendu, de soutenir cette filière dans ses efforts d'export, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et l'Afrique. Et l'Afrique peut être un très bon débouché, non pas que pour l'export, mais aussi pour des causes d'investissement. Et à ce titre, nous avons un centre de formation qui a été donc initié par le ministère de l'Agriculture et qui est géré par toute la filière animale. Je précise, il y a la filière avicole, laitière et viande, sur lesquelles les formations sont devenues très importantes et sur lesquelles l'Afrique représente une part non négligeable des stagiaires qui sont en formation chez nous. Et vous savez, quand vous créez le lien par la formation, vous créez aussi le lien par la suite commercial et d'investissement. L'Afrique, oui, pourrait être un débouché. Maintenant, c'est une logistique à mettre en place. Je vous dis, c'est de coûts de fret qu'il faudra soutenir. Et nous demandons donc le soutien de l'État au niveau du fret, parce qu'il ne faudrait pas que le fret nous pénalise. Très bien, merci beaucoup Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Nous passons tout de suite à la seconde partie de Questions ECOUF. Les
finances publiques sont sous pression. Les détails dans ce papier de Anissa Raouf. La crise sanitaire a eu un impact sur les ressources de l'État. Les conséquences, un déficit budgétaire qui s'est nettement aggravé au titre des 5 premiers mois de l'année. 25,5 milliards de dirhams, c'est le déficit qu'ont enregistré les finances publiques à la fin du mois de mai, 2 mois après le début de la crise de coronavirus au Maroc. Sans les 33 milliards de dirhams collectés par le fonds spécial Covid-19, le gap aurait été plus abyssal, s'enfonçant à 43,6 milliards. Selon les scénarios de Banque Al-Maghrib, il n'est pas exclu que l'année 2020 se solde par un déficit budgétaire de 7,6%. Pour l'heure, l'État déplore un repli de 9,4 milliards de dirhams de ses recettes à fin mai. La cause, la baisse des recettes fiscales au mois d'avril et de mai, en raison de l'arrêt d'une bonne partie des activités économiques, sans parler du manque à gagner quotidien d'1 milliard de dirhams durant le confinement. Après avoir mobilisé près de 30 milliards de dirhams de la ligne de précaution et de liquidité auprès du FMI et obtenu des financements auprès d'autres partenaires financiers et bilatéraux, le Maroc se prépare à une intense sortie sur les marchés internationaux. L'endettement, qui représente actuellement plus de 65% du PIB, devrait ainsi grimper à 75%. Et depuis Rabat par Skype, Saad Belrazi, économiste. Bonsoir Saad Belrazi. Bonsoir madame. Alors peut-être pour rapprocher nos téléspectateurs un peu plus de ces chiffres et de ces annonces, quels sont les impacts concrets du creusement du déficit? Est-ce que vous m'entendez? Pour le moment, oui, je vous entends très bien. Les impacts concrets du creusement du déficit, d'abord, il n'y a pas vraiment eu de creusement du déficit, comme vous l'avez si bien observé. Il y a des recettes non prévues par la loi de finances qui ont été constituées à travers le fonds du Covid-19. Donc, il n'y a pas eu de creusement du déficit puisque la baisse des recettes et la hausse des dépenses médicales et des dépenses à caractère social a été prévue au moment où l'État se préparait à faire face à cette crise. Donc, on est encore dans une situation d'équilibre budgétaire et on ne peut pas dire que le déficit du Trésor s'est aggravé. Il est légèrement inférieur à celui de 2019. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression sur les finances publiques, mais ces pressions vont venir dans les mois qui viennent. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les dépenses que l'État va consentir vont permettre d'assurer une relance de l'économie de manière à compenser les pertes de revenus dans l'ensemble de l'économie, en particulier les pertes de recettes du Trésor dans les mois qui viennent. Très bien. Alors, on vient de le voir, la politique monétaire est accommodante, notamment avec cette nouvelle baisse du taux directeur de la Banque centrale. Pensez-vous que justement, on ait recours à l'avenir ou un recours plutôt massif au budget ? Pour le moment, on a eu recours beaucoup plus aux finances bancaires, à la finance intermédiaire pour couvrir les besoins des entreprises. On aura besoin du budget certainement pour soutenir des programmes sectoriels et il n'est pas certain que les dépenses qui sont actuellement prévues soient suffisantes. Donc il faudra envisager un renforcement des investissements dans les différentes directions qui sont actuellement prises en charge par la loi de finances actuelle, mais il faudra qu'il y ait des renforcements dans des secteurs qui vont être, je dirais, générateurs d'emplois et qui vont permettre de distribuer plus de revenus à la population, alors que certains secteurs qui, normalement, portent l'économie vont être en ralentissement, comme le secteur du tourisme, comme les activités industrielles qui n'auront pas pu récupérer certains marchés perdus. Et donc, il y aura forcément
une baisse des recettes fiscales et un besoin de dépenses publiques accrues, et donc forcément l'apparition d'un besoin de financement du Trésor. Alors, ce financement du Trésor va se faire à l'intérieur, sur le marché intérieur, et va se faire au niveau international, comme cela a déjà commencé à être fait. Donc, tout a été prévu, je dirais, dans ce sens. Alors comment, selon vous, justement, professeur Belrazi, on peut redémarrer cette machine économique en tenant compte de ces baisses de recettes, notamment fiscales, et la hausse exceptionnelle des dépenses? Redémarrer, on a ralenti. Il faudra accélérer le circuit économique. Donc on peut pas certains secteurs étaient quand même à l'arrêt. Hein. Beaucoup de secteurs étaient à l'arrêt. D'ailleurs, certains le sont toujours. Ralentissement très fort, bon, on peut imaginer et qui pourrait approcher 9% du PIB. Hein. Pour le moment, les prévisions considèrent qu'on va perdre à peu près 6% du revenu par rapport à l'année 2019. Le revenu national, le produit intérieur brut, c'est-à-dire toutes les valeurs ajoutées qui sont générées par les différents secteurs économiques, on aurait une baisse de 6%. On pourrait s'attendre à plus. On ne connaît pas exactement pour le moment quel est l'impact des arrêts. On n'a pas une idée encore bien fixée sur le degré de ralentissement des différents secteurs. On a quelques indicateurs, mais ce n'est pas encore bien assis. Donc toutes les prévisions qui sont faites, que ce soit 6% ou 7%, méritent encore d'être vérifiées. Comment on va reprendre? La question est claire, c'est que, il faut éviter d'avoir des faillites. 2, il faudra permettre aux entreprises d'avoir des marchés, donc appuyer la consommation, appuyer l'investissement et essayer de stimuler l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. Alors, dans des secteurs comme le tourisme qui sont quasiment à l'arrêt, il est clair que nous avons encore des mois de vacances qui vont venir et qu'il faudra probablement commencer à sortir du confinement et à stimuler les dépenses des ménages. Très bien. Puisque vous parlez de stimuli, justement, le Wali de Banque El Maghrib, Abdelatif Jouari, hier, a précisé que l'État-providence n'était pas là pour créer des assistés. Fin de citation. La planche à billets, ou plus largement l'assouplissement quantitatif, traduction de l'anglais de quantitative easing, n'est donc pas à prévoir. Peut-être une réaction par rapport à cela, et notamment par rapport à l'interventionnisme de l'État pour sauver les entreprises, pour relancer la consommation, etc. Écoutez, personnellement, je pense que la sécurité sociale est un droit pour les citoyens. Ce droit doit être servi. Le système de sécurité sociale actuel est insuffisant. Il n'assure pas une couverture de l'ensemble de la population. Il y a matière à l'élargir. Et on a compris que tout le monde ne peut pas s'inscrire dans un système assurantiel. Avec cette crise, on sait qu'il y a une partie de la population qui doit être soutenue. Et il faut aller, à mon avis, vers un... En fait, je pense qu'il était plutôt question, professeur Belrazi, je me permets de vous interrompre, il était plus question de l'interventionnisme de la Banque centrale, la planche à billets, c'est-à-dire c'est tout simplement donner plus de liquidités, que ce soit à l'État ou aux banques, pour relancer la machine économique, plus communément appelée la planche à billets. C'était plus par rapport à cela que l'accompagnement social. Écoutez, vous avez cité... le gouverneur de Banque El Maghrib qui a dit qu'on n'était pas là pour financer des assistés. C'était dans ce sens-là, c'était dans ce contexte. J'ai répondu dans ce sens. Je considère qu'il est nécessaire d'avoir un système de sécurité sociale et un système de compensation des pertes de revenus des travailleurs. Alors, ça c'est une première règle d'abord, permettre à l'économie de fonctionner en assurant le financement de la demande. Alors, le financement de la demande, c'est pas un financement à fond perdu, c'est un financement qui est couvert par le travail. Et c'est pourquoi on ne peut pas imaginer des programmes passifs
c'est-à-dire on aide les gens qui ont perdu leurs revenus, sans déployer des programmes actifs, c'est-à-dire on leur trouve des opportunités de travail. Voilà ce que je veux dire. Ceci dit, Très bien. il faut permettre au circuit de fonctionner en donnant le volume de crédit nécessaire. Parfait. Alors, justement, une dernière question, celle d'un internaute par rapport, c'est exactement dans la même lancée, l'endettement étant le seul recours apparent, ne risque-t-il pas de remettre en cause la souveraineté et l'indépendance de la politique économique du pays ? Oui, il a raison. Si on s'endette n'importe comment, on remet en cause notre indépendance. Mais si on s'endette pour continuer à bien produire, pour continuer à investir et pour être en situation de rembourser nos dettes, non, ça ne fera aucun mal au pays. Et pour le moment, je dirais que les autorités responsables des finances du pays gèrent en connaissance de cause la situation. C'est mon point de vue personnel. Très bien. Merci beaucoup Saad Belghazi d'avoir partagé avec nous vos réflexions quant à ce plan de relance et aussi surtout quant à cette gestion du budget. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je rappelle encore une fois que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. Je vous retrouve pour ma part demain, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.